two, three, four. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Autoportrait, le podcast réalisé et produit par Herborian. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à des hommes et des femmes que l'on connaît de par leur notoriété sur les réseaux sociaux. On va voir à travers leurs combats, leurs passions, leurs parcours atypiques qu'ils sont bien plus que ce que l'on voit. Je suis Anaïs Kopman, je suis journaliste et j'aime parler de santé mentale et d'acceptation de soi. Aujourd'hui, je vais donner pour Herborian la voix à des emblèmes de notre génération et on va parler de la vie, la vraie, sans tabou. Bonne écoute. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Ce qu'on voit de toi, Léna, c'est une étudiante en Master 2 d'école de commerce qui ne se contente pas de réussir son année. Tu te lèves chaque jour pour partager avec bienveillance ton lifestyle entre morning routine et quotidien étudiant pour motiver ceux et celles qui ont besoin de rise and shine à ton image. Momo, ce qu'on voit de toi, c'est une énergie et une philosophie de vie communicative. Celle de s'accepter tel que l'on est, que ce soit à travers la danse, le style ou encore l'humour, bref, toujours avec une très grande ouverture d'esprit. Et Henriette et Laura Blue, quant à vous, vous représentez Respect Zone, une association indispensable puisqu'elle lutte sans relâche contre les cyberviolences, le harcèlement et les discriminations grâce à des outils positifs de communication non violente et d'éducation. C'est pas mal, on a quand même un bon casting là autour de la table. Je vais commencer par vous poser un peu des questions sur l'acceptation de soi. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans cette démarche et que vous n'avez pas peur de parler de vos imperfections. Et vous avez d'ailleurs tous les deux posé peau nue pour Herborian très récemment. En quoi est-ce que vous pensez que c'est important et comment est-ce que vous l'avez vécu? Qui veut commencer? Tu veux commencer? Ok. Alors, comment j'ai vécu le fait de poser peau nue ou le fait de. Ouais, le fait de poser peau nue pour Herborian. En fait, on va dire que moi, j'ai vécu l'acné depuis 2 ans, vraiment de façon intense. Et le fait de m'être affichée sur les réseaux avec mon acné, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas du tout la seule dans cette situation. Parce que c'est vrai que quand on souffre d'acné, on a un peu l'impression d'être le seul dans la rue à souffrir de ça. Et on se rend pas trop compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont dans ce même cas parce que c'est pas ce qu'on voit dans les magazines, c'est pas ce qu'on voit dans les campagnes pour plein de marques, etc. Et du coup, on a un peu du mal à se rendre compte. Et le fait en fait d'avoir partagé ça sur les réseaux, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas du tout la seule dans ce cas. Et notamment avec la campagne Herborian, le fait d'oser poser peau nue, ça m'a vraiment permis de finalement booster ma confiance en moi et de me dire mais en fait c'est vraiment bien parce que ce qu'on va montrer c'est la réalité et c'est ce qui devrait être mis en avant un peu tous les jours dans tous les magazines et je pense que ça avance petit à petit sur ça donc c'est chouette. Oui, et puis c'est notamment aussi grâce au fait que toi-même, tu commencé sur tes réseaux t'afficher, entre guillemets, j'ai pas d'autres termes là tout de suite, mais voilà, à poster des photos de toi sans forcément être maquillée. Donc, tu avais déjà entamé cette démarche-là. Oui, c'est vrai. C'est pas facile au début parce que même quand on se voit dans le miroir, on n'a pas forcément envie de voir notre reflet comme ça, mais au fur et à mesure de se rendre compte que tout le monde vit la même chose et en fait de le partager et de se rendre compte que ça fait aussi du bien aux autres, ça apporte beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà. Et toi, Momo, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter par rapport à la manière dont tu as vécu le shooting Herborian? Moi personnellement, pour revenir à ce qu'elle a dit, j'ai jamais vraiment eu, ou complexé sur mon acné, quand j'étais, au collège ou au lycée, ce que je suis très, très fier et le truc c'est que moi je suis une personne très, très fan de make-up et du coup, j'ai toujours été conditionné, à mettre une tonne de fond de teint. J'adore les teints très, très couvrants. Mais en même temps, quand je me voyais démaquillé, au final, je me trouvais pas forcément très, très beau et c'est pour ça que j'ai continué à me maquiller un max et de couvrir, tout mon visage. Mais, on va dire que ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à me trouver beau quand j'étais démaquillé et c'était vraiment un combat, on va dire ça comme ça, hem, au final, de m'accepter, avec ma peau nue et d'arriver à sortir, même si je sortais tous les jours, des fois démaquillé, d'arriver à sortir et d'avoir confiance en moi en étant démaquillé plutôt que
en étant full make-up dans la rue comme ça, en sachant que ça irait mieux avec mon style. Mais au final, bah, j'ai réussi à m'accepter comme ça et le fait de poser avec Herborian, donc peau nue, ça m'a encore plus, motivé, on va dire, dans ce sens-là et ça permet vraiment de montrer la réalité des choses qui est que, bah, au final, on a tous de l'acné, et c'est pas pour autant que qu'on est moche ou qu'on devrait pas s'accepter comme ça parce qu'au final, une peau, ça a de la texture et c'est magnifique comme ça, quoi. Donc vraiment, on devrait accepter, les peaux acnéiques, les peaux texturées, les peaux avec des poils, enfin vraiment tout parce que c'est comme ça qu'on est, c'est humain et au final, c'est très, très beau. Voilà. C'est trop beau comme message. On pourrait Ouais. terminer déjà le podcast, c'est déjà, plein d'émotions. Merci beaucoup, à tous les 2. Je voulais justement savoir quand tu parlais de make-up, j'ai l'impression que vous êtes tous les 2 chacun à votre manière, assez passionnés, par le make-up. Est-ce que ça vous permet du coup, quand vous décidez de vous maquiller, d'exprimer un autre message ou une partie de votre personnalité? J'ai l'impression que toi là, tu disais que c'était au début plus pour te cacher et puis finalement, en fait, c'est devenu, un pan de ta personnalité, quelque chose avec lequel tu t'amuses, beaucoup? Ouais, exactement. Maintenant, c'est vraiment devenu une passion. Bah, pour le coup, c'est vraiment une passion. À chaque fois que je me maquille, c'est pas pour me dire que, ouais, j'ai envie d'être plus beau, d'avoir plus confiance en moi. C'est plus dans le sens où, bah, je m'amuse, je découvre, d'autres traits du make-up. Enfin, des fois, je vais faire un contouring du nez, des fois, je vais pas le faire. Des fois, je vais faire un liner graphique, des fois, je vais pas le faire du tout. Je vais mettre des faux cils ou pas et au final, chaque jour, le make-up que je vais faire est différent et en fait, j'en découvre de jour en jour et ça me permet c'est comme si je faisais de la peinture au final, mais sur mon visage. Donc heu, donc ouais, c'est vraiment une passion et heu c'est pour ça que je continue tous les jours à découvrir encore plus, du make-up parce qu'au final, il y a pas de limite. On peut faire ce qu'on veut, peu importe, la mode, peu importe ce qu'on dit. Heu, si tu une paupière tombante ou pas, bah, tu peux quand même faire un liner. Pas forcément c'est pas forcément moche sur des paupières tombantes, enfin ça n'a aucun sens, il y a pas de code, en fait. Donc au final, tout le monde peut faire ce qu'il veut et ouais, en fait, c'est plus dans ce sens-là que je continue à vraiment, heu, découvrir mon art et m'épanouir, artistiquement, dans le make-up. Trop bien. Voilà. Tu nous donneras un petit cours après. Il y a pas de souci. Toi, Léna, quand est-ce que tu décides de te maquiller ou pas te maquiller? Bah, alors moi, on va dire que j'ai un peu eu une évolution, c'est-à-dire qu'au début, je me maquillais vraiment pour, me cacher, pour cacher mon acné et j'étais vraiment, surtout axée, make-up pour cette raison qui est pas forcément la bonne et en fait, en évoluant depuis, je dirais 1 an à peu près, bah, je me suis de moins en moins maquillée et de plus en plus tournée vers le skincare et le fait, en fait, de prendre soin de moi. C'est un peu devenu mon moment de méditation le matin, le fait de vraiment, faire toute ma routine skincare et cetera. C'est vraiment, quelque chose que enfin, ça a un peu changé, en fait, dans ma mat ouh dans ma mentalité, le fait de me dire: «Mais en fait, je préfère maintenant prendre soin de moi et assumer ma peau, comme elle est». Après, je vais toujours, kiffer me faire des petits make-up et cetera. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plus tournée, au côté skincare, le fait de vraiment, prendre soin de moi, de ma peau et de l'accepter comme elle est et ça, je j'aurais jamais pensé parce qu'avant, pour moi, c'était impossible de sortir, sans fond de teint et cetera et bah, c notamment en découvrant la marque Herborian que je me suis de plus en plus tournée, vers des soins, qui vont vraiment prendre soin de ma peau et donc j'ai plus évolué comme ça. Trop bien. Bon, bah, du coup, ça me fait une transition, parfaite pour parler un peu de l'exposition sur les réseaux sociaux parce qu'au début enfin, vous n'avez pas toujours été, aussi, autant exposés, tous les 2. Comment et pourquoi est-ce que vous êtes passés de off, à on, de privé à public? Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer sur les réseaux sociaux? Je vais y aller? Comme tu veux. Heu, Bah, pour moi, j'ai toujours pris les réseaux sociaux, plus, comme une plateforme personnelle, même si bon, ça c'est à la vue de tout le monde. Mais, par exemple, si je devrais donner Instagram, c'est vraiment juste une plateforme où je peux partager des photos, ma créativité, hem et ma personnalité, en fait où j'en perds mon fil. Donc Je ça sais s'est pas où fait j'en plutôt suis. naturellement, on dirait? Ouais, on va dire ça comme ça. Plus par envie de partager Ouais, justement, tes centres d'intérêt, ouais, que c'est ce ça. soit la danse, l'art, le Exactement. make-up, Ouais, tout ouais. ça
Et en fait, est-ce que tu avais une visée, d'influence ou est-ce que au contraire, au début, c'était juste un kiff et finalement, bah, ça a plu à d'autres? Alors là, vraiment, je suis jamais parti dans l'optique, hem, de me dire que j'allais avoir des millions d'abonnés ou quoi que ce soit. C'était par exemple, j'avais une chaîne YouTube et je partageais dessus des danses, que je reproduisais du coup et hem et en fait, je faisais vraiment ça par passion. Je m'investissais, que ce soit dans le make-up, dans les tenues, dans les lieux parce qu'il faut trouver des beaux lieux qui aillent avec ta tenue et cetera. Mais ouais, du coup, ça a toujours été, vraiment plus un plaisir et je l'ai toujours fait plus pour moi-même que pour, vraiment pour devenir connu ou quoi que ce soit. Voilà. Trop bien, bah, du coup, ça a marché, tu vois, Ouais, finalement. C'est ce qu'on disait au début, c'est communicatif. c'est vrai. Et Léna, toi, quand tu as lancé ta chaîne YouTube, tu étais encore au lycée? Ouais, j'étais encore au lycée, ouais. Ouais, on parlera tout à l'heure de l'impact de l'âge et notamment avec, Respect Zone, sur, la vulnérabilité qu'on peut avoir, sur les réseaux. Mais d'abord, j'aimerais savoir aussi, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, une envie particulière de partager, un certain message? Bah, alors, en fait, c'était surtout que j'étais vraiment, passionnée par tout ce qui était, photo, vidéo et je voulais en apprendre plus et du coup, je me suis pas trop posé de questions en me lançant. Je me suis juste lancée et j'ai créé ma chaîne YouTube et après je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de contenu, orienté, conseil étudiant et donc du coup, j'ai plus développé cet aspect-là et en fait, j'avais un peu du mal au début à me retrouver, dans les réseaux parce que je trouvais que c'était beaucoup, surtout sur Instagram, à l'époque, très, axé sur, bah, le paraître, l'apparence et cetera et moi, je voulais vraiment faire passer un message, le fait de pouvoir réussir ses études, mais surtout de s'épanouir parce que pour moi, c'est plus important de s'épanouir plutôt que de réussir à tout prix et je voulais vraiment, passer ce message à travers mon contenu et donc je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, mais au début, j'ai eu un peu de mal à me retrouver dans tout ça parce que j'étais pas trop axée, mode ou axée, voilà, tout le temps être, parfaite, derrière devant la caméra et cetera. J'arrivais pas trop à me retrouver et là, ça fait que depuis, on va dire à peu près, 2 ans où j'ai l'impression que sur les réseaux, on veut en plus de plus en plus de vrai et ça, c'est super. Enfin, je me retrouve vraiment maintenant, sur Insta, sur YouTube, dans le contenu qui est proposé, le fait d'être authentique et ça me plaît vraiment. Ça permet de passer des messages qui sont, je pense, très importants dans notre société. Plus bienveillant, avec moins de pression, d'injonction et de Exactement, comparaison. Mmh. oui, oui. Donc vous avez tous les 2 commencé jeunes. Comment est-ce que votre entourage plus ou moins proche, a réagi? Par exemple, toi, tu étais au lycée. Est-ce que, tes camarades de classe, étaient enthousiastes par rapport à ce projet? Est-ce qu'au contraire, tu étais exposée à beaucoup de critiques dès le début? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors c'est vrai qu'au lycée, c'est pas forcément le moment où tout le monde est hyper, bienveillant, envers nous-mêmes. Du coup, au début, c'était vraiment surtout des critiques. Mais moi, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que je me disais: «Ben, c'est pas grave parce que de toute façon, quoi que je fasse, je serai toujours critiquée, que je fasse ça ou autre chose, ça sera toujours pareil». Et du coup, je me suis dit: «Bah, malheureusement, c'est comme ça» et moi, je faisais vraiment par passion. Donc je me suis lancée et les critiques, j'ai essayé de faire abstraction, même si au lycée, on est assez quand même, dans une période assez vulnérable, donc c'est assez compliqué de faire abstraction de tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité à me lancer, pleinement et à mettre la tête dedans pour, oublier tout ce qu'il y avait, autour finalement. Oui, finalement, ça t'a aussi, un peu poussé à aller, jusqu'au bout de ce projet. Exactement, exactement et puis en plus c'était, au lycée, j'étais vraiment, très, très, timide donc ça a aussi un peu, interpellé les gens que je crée ma chaîne YouTube, que je parle devant une caméra et tout alors qu'en classe, on m'entendait quasiment pas et du coup, en fait, même s'il y avait beaucoup de critiques autour, moi ça m'apportait tellement de bien le fait de m'épanouir pleinement dans ma passion que j'arrivais un peu plus à faire abstraction. Le fait de vraiment me lancer dans quelque chose qui me plaisait vraiment, qui m'apportait beaucoup, au niveau de ma confiance en moi et cetera. Et puis après, dès que les gens ont vu que ça commençait à bien marcher, bizarrement, il y avait un peu Ouais, moins de c'est monde ça. qui Ça parlait, a un ouais. peu contrebalancé Voilà, la exactement. confiance que tu retrouvais peut-être pas, dans la cour du lycée, tu as pu la retrouver Ouais, peut-être plus ouais, sur les réseaux, c'est ça. et toi, Momo, comment ça s'est passé, au lancement et puis depuis, par rapport, pareil à ton entourage plus ou moins proche? Bah, franchement, elle a clairement tout dit, tout résumé. Après, si je peux ajouter, franchement, quand tu pèses le pour et le contre, au final, tu as beaucoup plus de plaisir à t'épanouir dans ce que tu fais. Donc, les critiques, tu fais vraiment abstraction et
et en fait, au bout d'un moment, bah, tu t'en fiches, quoi. Mmh. Clairement, tu es là, tu fais ce que t'aimes avec ta enfin, tu fais ouh, j'en perds mes mots. Tu fais ce que t'aimes, tu fais ta passion, donc franchement, ouais, non. C'est tout ce qui Ouais, compte, non. quoi, Ouais, vraiment, c'est tout ce c'est qui compte. mmh. C'est de se Ouais, dire ouais, qu'en fait, tu as plus à y gagner de toi t'épanouir dans ce que tu ouais, fais, plutôt que de t'empêcher de faire des choses que tu as envie de faire pour le exactement, regard des autres. Et en exactement. fait, c'est d'arriver à un moment à peser le pour et le contre et de se dire, Mmh, enfin, le plus important, c'est moi ce que j'ai envie de faire et d'essayer de faire ouais, abstraction du reste, quoi. ouais. Mmh. Ce qui est quand même, j'imagine, pas forcément, évident. C'est pour ça que des associations comme Respect Zone, existent. J'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez remarqué un lien entre l'âge, et la vulnérabilité sur les réseaux sociaux? J'ai l'impression qu'on est de plus en plus jeunes, on arrive de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'est un problème? Juste en tout cas, question, est-ce que vous savez à quel âge légalement on a le droit d'avoir un réseau social? Je pense que Question piège. Heu, Non, pas forcément de mon côté. moi, je peux tenter. Vas-y, Je vas-y, suis vas-y. pas sûr, hein, Ouais, bon, mais peut-être 16 ans? ouais, j'aurais dit Ah! 16 ans aussi. Ah, c'est marrant, OK. Bah, c'est 13 ans, OK, et entre 13 et 15 ans, il faut l'accord parental. OK, Et après donc 15 ans, tu peux, ouais. voilà, être tout seul, avoir un réseau social. Mais du coup, il y a déjà enfin, il y a beaucoup de gens qui ont pas 13 ans et qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc qu'on remarque, qu'il faut de plus en plus tôt parler de ces sujets-là parce que, rien que ce soit, par rapport à des jeux vidéo ou, sans que ça soit forcément, les réseaux sociaux comme on peut les connaître comme, Instagram, et autres. Hem et du coup, ouais, il y a beaucoup de vulnérabilité, notamment quand tu es pas accompagné, quand tu mens Mmh. sur ton âge, quand on te présente des choses du coup, dans ton fil d'actualité qui sont pas des choses de ton âge, hem et quand tu pas voilà, tu comprends pas vraiment où est-ce que tu te retrouves et comment paramétrer tout ça et tout. Je te laisse développer. Après, c'est vrai que l'adolescence ou quand on est plus jeune, on est en construction. Donc, on est en construction émotionnelle, physique, on doute de tout. Comme vous l'avez dit, c'est pas un environnement facile. Et surtout quand on a des personnalités qui sont pas, enfin, j'ai horreur de dire ça, mais dans la norme, parce que aujourd'hui, on vit quand même dans une société hyper normée, avec des stéréotypes, avec des préjugés. Donc, quand on sort un peu de ce cadre où on est en train de se chercher, forcément, c'est pas évident. Donc déjà rien que le quotidien et alors sur les réseaux sociaux ou même toute plateforme d'interaction, en ligne, bah, c'est une nouvelle exposition et c'est, on va dire, démultiplié. Par exemple, et on va découvrir des choses que, par exemple, notre entourage ne nous a jamais parlé. Alors ça peut être extraordinaire, comme ça peut être l'inverse. Alors, pour nous, vraiment, l'idée, c'est que toutes ces plateformes, tous ces moyens d'échange, c'est des outils extraordinaires qui permettent, énormément de choses, mais c'est aussi l'utilisation de qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ouais, Et c'est c'est pour ça. ça qu'on parle d'utilisation plutôt bienveillante, positive et donc voilà. Et sur la par rapport à la jeunesse et sur ouais, sur l'utilisation, bah, forcément, il y a une vulnérabilité de soi qui s'expose à des choses qu'on ne connaît pas et puis surtout, en fait, on peut pas être prêt. Enfin, je vous écoute et je trouve ça formidable, ce que vous dites, face aux critiques et cetera. Mais malgré tout, quand on entend, par exemple, que Bilal Hassani, il reçoit, plus de 1 500 messages de haine par heure, je crois que c'était ce que disait sa mère. Enfin, comment on peut être prêt à ça, en fait? C'est sûr qu'on peut, désactiver les notifications, on peut couper les messages, les zones de commentaires, mais on peut avoir une surexposition qu'on ne pensait pas avoir et même si c'est derrière un écran, ça reste en fait, ça va toucher. Alors, encore une fois, c'est un truc que je déteste dire parce que je pense qu'on est tous des personnes sensibles. Il y en a qui ça atteigne plus facilement que d'autres et à un certain niveau, mais au bout d'un moment, on a tous un vase et le vase, il déborde à un moment. Donc, peu importe le nombre si ça prend 10 000 messages, 5 messages Oui, il y a ou forcément un 3 millions, impact à à un un moment moment, donné. il y a Ouais. un impact Ouais. et à un moment, ça crée les mêmes effets, en fait. Donc, c'est pour ça que
faut faire attention et il faut avoir conscience, en fait, quand on passe de son profil de off à on, quoi, enfin, de privé à Mmh. public, Mhm. on devient une personnalité qui s'expose et parfois on n'a pas forcément conscience de tout, quoi. Mhm. Oui, c'est vrai et du coup, j'en profite pour vous demander, là, je vous posais plutôt la question par rapport à votre entourage plus ou moins proche, mais est-ce que vous avez aussi vécu justement, cette situation, dans laquelle, vous recevez des critiques plutôt, à travers les réseaux? Et est-ce que, ça a pu, vous blesser, vous faire peur parfois? Est-ce que justement vous avez réussi à passer outre? Ou est-ce que peut-être qu'en parler justement à votre communauté qui vous suit, vous a aidé à avoir un peu plus de force? Ouais. Alors moi, dans mon cas, quand je recevais des critiques, je me disais que cette critique, elle venait souvent, d'un profil qui évidemment n'avait pas de pseudo, de nom, de Ouais, c'est photo ça. ni rien et qui, en fait, me se permettait de me critiquer, pas de façon constructive, mais voilà de et qui, hem et qui, en fait, me critiquait sur une vidéo, une photo, enfin, qui critiquait pas forcément j'essayais de prendre du recul en me disant: «Cette personne, elle critique pas forcément ma personne, mais là, le contenu qu'elle a vu à l'instant T et c'est pas une personne de mon entourage» et du coup, j'étais plus tentée de me dire, «Les critiques constructives que je lis, ça, je les entends et ça me permet d'améliorer mon contenu et cetera». Mais pour moi, ce qui me touchait le plus, c'était surtout les critiques de mon entourage parce que c'est vraiment mon entourage qui me connaît et un pseudo qui tombe une fois sur une vidéo, je me disais: «Il faut que j'apprenne à prendre du recul» parce que, forcément en m'exposant, je sais que je vais m'en prendre plein et du coup d'essayer au fur et à mesure de prendre du recul et c'est vrai qu'au début, forcément, c'est hyper compliqué surtout quand on se construit et qu'on est sur les réseaux, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile, à faire mais avec le temps, j'essayais de plus en plus de me dire: «Voilà, c'est pas mon entourage, là, c'est quelqu'un que je connais pas qui est tombé une fois sur ma vidéo et qui m'envoie ça» et à chaque fois, je me disais: «Bah, ça se trouve cette personne juste enfin, pour envoyer un message comme ça, c'est qu'elle est pas bien dans sa vie» et du coup, j'essayais de plus voir les choses comme ça et de m'en détacher, de pas forcément répondre parce que là aussi tu Oui, rentres c'est un dans un engrenage débat et sans fin. ouais. Mais c'est vrai qu'aussi ça m'arrivait de tomber sur des commentaires où, j'avais même pas vu que enfin, c'était un commentaire qui était pas forcément, sympa et de voir que ma communauté, répondait, derrière et je trouvais ça touchant et en même temps, je me disais: «Mais j'ai pas envie qu'ils passent leur temps aussi à rentrer dans ça également. J'ai pas du tout envie que ce soit un espace, négatif, en commentaire, mais justement qu'on s'encourage tous et c'est pas ce genre de commentaires que je veux, sous mes vidéos, quoi. Donc je dirais que j'ai de plus en plus, tendance à plutôt, privilégier les soit les commentaires, constructifs ou alors les remarques de mon entourage qui me connaît vraiment, plutôt que des remarques, d'inconnus qui sont tombés, une fois sur mon contenu, Mmh. quoi. Oui et justement avant de te poser la même question, Momo, j'ai l'impression que d'après ce que tu dis, tu comptes pas forcément sur ta communauté pour, te défendre en fait. Toi, tout ce que tu veux, c'est plutôt effectivement qu'on reste dans le positif et tu j'imagine que tu es quand même touché quand quelqu'un répond à un commentaire, mais tu veux pas non plus C'est ça. que ça perdure et que ça crée justement tout un engouement pour, Ouais, j'ai un commentaire pas un peu malveillant, quoi. oui, voilà, j'ai pas envie de perdre mon énergie pour ça et j'ai pas du tout envie, en plus, que ma communauté perde son énergie également pour ça. Donc c'est vrai que j'essaie plus de faire, abstraction. Après, il y a toujours des vidéos, il va y avoir, plus de commentaires, de ce type ou pas et ça dépend aussi de l'ampleur du truc, quoi. D'accord et toi, Momo, est-ce que tu as quelque chose à partager, Bah, du coup, moi, je suis quelqu'un de très, je suis une personne qui rentre pas du tout dans les codes. Enfin, je me maquille, je m'habille comme je veux, je mets des perruques si je veux. Enfin, vraiment, c'est genre, vraiment, dès mon plus jeune âge, par exemple, au collège, je sais que j'étais capable je mettais des robes au collège et j'ai vécu un peu d'harcèlement, mais ça m'a jamais vraiment atteint. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai toujours eu cette force de caractère et au final, bah, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis encore plus, fortifié dans ma carapace et les critiques passaient de moins en moins, en fait et oui, j'ai déjà vécu, sur les réseaux, du cyberharcèlement. J'ai déjà reçu plein d'insultes, plein de critiques, pas forcément constructives, mais encore une fois, ça m'a jamais vraiment atteint parce qu'au final, c'est pas des amis proches, que je considère qui me diraient des choses, qui pourraient, m'être bénéfiques et qui pourraient m'aider à m'améliorer. Donc au final, ouais, je les prends pas du tout en compte parce qu'au final, c'est juste, souvent, c'est des petits gamins, qui savent rien
qui connaissent vraiment rien et qui sont juste là pour insulter ou, ou entre eux rigoler. Au final, c'est pas du tout drôle. Mais, mais ouais, enfin, je l'ai jamais pris en compte et ouais, voilà, Dieu merci Oui, c'est que j'ai eu ça. cette force de caractère et que au final, ça m'atteigne pas, tu vois. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, on a tous un quota et au final, ça Oui. peut dépasser et nous atteindre au bout d'un moment. Mais, mais il faut savoir rebondir Mmh. aller de l'avant parce que sinon on va nulle part, quoi. Oui, c'est Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. rester soi-même Ouais, et se ouais, rappeler pourquoi on le fait et exactement, c'est dissocier effectivement, les commentaires de son entourage proche et ouais, plutôt ceux de personnes, d'anonymes quoi, exactement. même si on est un peu en lien avec eux quand même quand on est sur les réseaux sociaux. Mais j'imagine quand même qu'il y a des personnes qui vous remontent, des critiques, et qui sont, elles, touchées, qui arrivent pas forcément à faire abstraction, même si elles aimeraient? Forcément. Mmh. Enfin, et surtout le plus dur de ce que enfin, en tout cas je dirais pas que c'est le quotidien mon quotidien, c'est pas forcément d'aider des personnes publiques, enfin, je veux dire, j'entends personnes publiques par des personnes, comme vous qui se mettent sur les réseaux en profil, public. Mais ça nous est déjà arrivé et ce que je retiens, on va dire, du dénominateur commun entre des personnes qui n'en peuvent plus, c'est notamment avec les faux comptes. Les comptes, en fait, j'appellerais ça potentiellement un compte ficha. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de faire un faux compte, où il va y avoir le même nom ou quasiment, qui est trompeur en plus pour la communauté, de l'influenceur, enfin de la personne, qui crée un compte et qui se veut comme tel. Enfin, je sais pas si on peut vous appeler des influenceurs, quel est le terme exact, mais on va dire ça. Et donc et en fait, qui va, en fait, poster, que des photos, faire que des stories, en fait, dénigrantes, dégradantes, en fait, sur l'image que la personne, enfin, qui n'est pas souhaitée, en fait. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui arrive énormément et il y a énormément de faux comptes qui peuvent exister comme ça et en fait, bah, c'est où franchement, de ce que j'ai vu, c'est un des trucs les plus blessants parce que, vous vous efforcez, notamment, en fait, dans les comptes, un peu make-up, tuto et tout ça. Mais il y a forcément un moment dans une vidéo, dans un tuto où vous allez faire, un visage disgracieux parce que, voilà, enfin, l'arrêt sur image et trouver le truc le plus chum, c'est super facile et en fait, ça va être, des moments comme ça, empirés, on s'est même pas rendu compte qu'on l'a fait et qui est posté et qui est mis en lumière et on est là: «Mais waouh!» et en fait, bah, ça, il y en a plein, quoi et et donc en fait, vous évertuez à créer un environnement positif, à montrer votre art, à montrer votre personnalité, communicative, positive, body positive, inclusive et en fait, tout ça, c'est mis en lumière d'une autre façon et simplement fait pour vous dégrader et parfois c'est fait de façon, intense et là, c'est là où enfin, en plus des outils qui peuvent être mis en place par les différentes plateformes pour aider, en fait, dans la gestion de modération des commentaires, il y a vraiment ce moment où, en fait, c'est trop parce que, les faux comptes, les l'usurpation d'identité, ça existe, c'est plus difficile à prouver, en plus, c'est parfois i c'est comme pour, les contenus haineux, comme les commentaires, on va mettre des points entre les lettres pour pas que ce soit modéré, on va trouver nos Ah oui, il façons y a de toute une il y a technique tout pour être sûr que la critique arrive, quoi. ah oui, c'est ça! Ouais, OK, Évidemment à ce point-là. et donc quand on va avoir, ces comptes, et ben, il va y avoir en fait en détail tout petit dans la description ou un truc qui va montrer que c'est pas le vrai compte, mais sur le coup franchement, la communauté qui a envie de suivre la personne, elle va tomber sur enfin, c'est très facile de se tromper, quoi et donc là aussi, c'est comment on peut, préserver cette communauté et cetera et donc et aussi, bah, cette communauté inclusive qu'on essaye de construire et en fait, la critique comme ça, c'est une des critiques les plus difficiles que j'ai pu voir en fait, en tout cas où c'est là ça au bout d'un moment c'était difficile à gérer quoi pour, des D'accord. personnes un peu influentes, où en fait vraiment, bah, c'est tout leur travail, en plus de leur personne qui est mise à mal quoi Mmh. donc Mais justement, à ce propos, comment est-ce que
C'est une question un peu générale, n'importe qui peut répondre. Comment est-ce que vous diriez que, à partir de quel moment est-ce qu'on peut estimer qu'on est victime justement de cyberharcèlement? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun, quelque chose qui vous interpelle? Euh, euh, Bah, en fait, c'est. Enfin, il y a des mots qu'on utilise. Au final, je trouve que parfois, on peut utiliser d'autres mots pour revenir à une autre intensité, peut-être. Mais rien que quand on parle juste de violence ou de justement de conflit. euh, Enfin, nous, la façon dont on aime bien parler de harcèlement, alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont bien conscience de l'impact, qui ont une intention malveillante et d'être très agressif et très violent. Mais il y a aussi une sorte de harcèlement où les gens ils réalisent pas l'impact qu'ils ont parce qu'ils font une chose une fois, parce qu'ils ne voient pas toutes les autres actions qui se passent, parce que bah, il y a les écrans qui font que bah, c'est difficile de tisser de l'empathie Mmh. quand toi, tu as un pseudo, quand la personne en face, elle a un pseudo. Et, euh, et donc déjà, il y a un truc où parfois, on réalise pas qu'on harcèle, parfois, on réalise pas qu'on est harcelé. Et donc, c'est d'en parler qui peut débloquer un peu et faire prendre conscience. Donc, tu peux parler à des personnes qui sont victimes ou qui, selon toi, sont victimes, mais elles se le ressentent pas comme ça. Donc, il y a aussi, bon, bah, je vais pas te dire que tu es une victime si tu pas une victime. Ouais, c'est compliqué, c'est pas forcément, palpable, quoi. Les limites sont un peu floues, c'est du cas par cas. Ça va dépendre. Alors, il y a des choses qui sont très claires. Mmh. Et puis, parfois, il faut accompagner un peu les gens vers une prise de conscience de bah, ouais, c'est vrai que là, je vis très mal ce truc. Oui, c'est ça. Euh, mais il y a aussi. J'ai perdu le fil. Mais je crois que tu l'avais, non? T'avais pas la suite de mon fil? Non, j'aimerais. Mais on n'est pas encore jumelés à ce niveau-là. Et non, par contre, bah, il y a des choses qui sont très claires, comme la loi. Mmh. Donc, le harcèlement, ce sont des violences répétées sur une période déterminée. Aujourd'hui, quand on parle de harcèlement, par exemple harcèlement scolaire ou harcèlement, on va dire, j'aime pas non plus ce mot, mais dans le monde physique, quoi, Mmh. c'est c'est pas 1 heure comme aujourd'hui dans le monde virtuel. Ouais. Aujourd'hui, dans le monde enfin, en ligne, un cyberharcèlement, ça peut être 1 heure. Ça peut être des jours. Ça peut être 10 jours, 3 ans, voilà. Mais ça peut aussi être vraiment très court. C'est l'aspect viral, en fait, de la violence en ligne. Et donc, l'idée du cyberharcèlement, donc il y a cette idée de violence répétée, c'est sûr, mais du point de vue, et ça c'est le plus important, de la personne qui est la réceptrice, en fait, de ces violences. Et donc pour rebondir sur ce que disait Henriette, J'ai retrouvé mon fil, mais je pense que c'est là. que, en ligne ou même pas en ligne, la violence, enfin, je veux dire, les personnes qui harcèlent n'ont pas l'impression de harceler. Elles participent, en fait, inconsciemment à un effet de groupe et donc la répétition et eux n'ont pas l'impression de harceler. C'est juste un mot qui part et puis pouf, ça a disparu, dans le tumulte, des réseaux sociaux et donc comment faire prendre conscience à ces personnes-là qu'elles font partie d'un ensemble et donc alors que, bien sûr, quand c'est décidé, coordonné, on peut penser, par exemple, à une affaire, donc d'un influenceur qui s'appelle Marvel Fitness, où lui, clairement, il y avait de l'incitation que sa communauté, de façon coordonnée, aille, s'attaquer à une autre communauté, à un autre influenceur. Et là, oui, clairement, c'est beaucoup plus simple. Enfin, plus Mmh. simple, non, Clair. mais c'est De mettre le clair, en mot, fait, de mettre harcèlement. le mot harcèlement, mais surtout le harcèlement de meute, de raid numérique. Alors que, comment on fait pour savoir qu'en fait, on fait partie de ce raid numérique, qui n'est pas coordonné, quoi. Donc c'est ça aussi où c'est hyper compliqué parce Mmh. que,
La question du cyberharcèlement, c'est la répétition de cyberviolences. Donc ça peut être des insultes, des photos, tout type de contenu, des audios. Il y a des vraies violences et il y a des micro-violences aussi, qui Mm. peut être, par exemple, on est dans un groupe d'amis, on nous enlève, on nous remet, on nous enlève, on nous remet. Alors ça, techniquement, ce n'est pas enfin, quelque chose Harcèlement. de puni par la loi, Mm. mais ça fait partie Ça fait partie du prisme, en fait, des violences en ligne qui existent. Et, sur enfin, comme on pourrait faire, pas en ligne, Mmh. mais c'est... Ouais, chaque action a ses conséquences. Exactement. Voilà, et donc donc la question, ouais, vraiment du cyberharcèlement, c'est comment on l'identifie? Bah, on l'identifie parce que, en fait, du point de vue de la victime, en fait. Enfin, Oui, c'est ça, d'accord. et pour juste terminer sur la question de victime, pour vraiment revenir sur ce que disait Henriette, c'est super difficile de se dire qu'on est victime de quelque chose. Déjà, d'accepter le statut de victime d'un point de vue émotionnel. OK, il m'est arrivé ça, je suis et OK, il m'est arrivé ça, on a conscience de ça et après il faut aller avoir conscience de: «OK, ce que j'ai vécu, c'est pas normal et en fait, je me sens victime de ce que j'ai vécu». Ça, c'est déjà une étape, voire 2. Et après la troisième étape, c'est si on a envie de porter plainte, ça va être, bah, on se dit victime devant la loi, victime devant, la Publiquement. police, devant, et ça, c'est encore un autre schéma. Enfin, c'est encore un autre parcours émotionnel et psychologique sur ces questions-là, quoi. Dernier truc sur le truc des victimes, vaste, mais parfois, il y a le fait aussi de genre, bah, OK, il y a quelqu'un qui peut te viser personnellement, mais parfois tu peux te sentir visé parce que tu fais partie d'une communauté. Donc il y a ce truc aussi où tu vas voir sur, publication sur un compte où tu vas trouver que c'est très raciste, très sexiste, très homophobe, très et mais en fait, c'est pas en train de te viser toi, mais c'était quand même une victime indirecte, quoi. Et après, il y a aussi, bah, victime, témoin de contenus choquants, violents, où tout d'un coup, tu te retrouves à regarder des vidéos hyper violentes parce que c'est sur ton fil d'actualité et Alors tu que vois, tu pas rien demandé. tu rien demandé, Ouais. donc victime de cette violence, mais c'est pas toi qui étais visé pareil et c'est pas toi qui est en cause dans cette vidéo, mais Oui, donc il y a aussi bien des moyens de prévenir cette, violence, aussi de guérir cette violence, on va dire. On va y venir ensuite. Si on revenait un peu sur la notion de bienveillance, j'imagine que, selon vous, les influenceurs, ont justement aussi un premier rôle à jouer. C'est-à-dire qu'ils sont pas que des victimes potentielles, ils ont aussi le rôle, j'imagine, de rendre la bienveillance, possible, en ligne? Qu'est-ce que vous en pensez, des 2 Bah, côtés? ouais, moi, je suis d'accord avec cette idée, à partir du moment où tu as pas mal de personnes qui te suivent, tu as une influence sur la vision de ces personnes. Donc, c'est à toi aussi de transmettre de la bienveillance et de ne pas, au final, transmettre de la haine parce que ça peut ça enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute action a ses conséquences. Donc, peu importe que ce soit un message, une photo ou un audio, comme tu l'as dit, bah, ça peut jouer sur la mentalité d'une personne, enfin, sur son bien-être. Donc au final, oui, c'est vraiment à toi de faire attention à ce que tu dis, ce que tu partages pour, éviter de faire du mal à quelqu'un. Mmh. Et avant de vous demander, vous, quels sont les moyens que vous proposez pour lutter contre, les attaques, online, j'aimerais savoir, vous, avoir votre point de vue. Si jamais ça venait à vous arriver et à vous toucher à ce moment-là, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment, mais est-ce que vous avez conscience peut-être des moyens, que vous pourriez utiliser pour y faire face? Bah, alors moi, j'ai l'impression que c'est encore, hyper, flou. Enfin, D'accord. qu'en tant que créateur de contenu, on n'a pas forcément, de «guide» entre guillemets par Ouais. rapport à ça, que si on est exposé à ça, sur le moment, on a l'impression que on va être, seul, en fait, face à cette situation et on sait pas trop, comment aller chercher l'info, comment réagir et on a l'impression que, voilà, si ça nous tombe dessus, bah, ça nous tombe dessus et il y a un peu enfin, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable parce que ça permet de réunir, des personnes de enfin, plein de profils différents et de, voilà, de véhiculer des messages hyper bienveillants et cetera et à la fois ce côté, où on se sent finalement, bah, impuissant parce qu'on on sait pas comment réagir face à ça, que, ben, c'est pas de façon physique mais virtuelle. Alors du coup, il y a encore ce côté flou et il y a encore, je pense, Mmh. beaucoup d'avancées à faire et donc voilà, on ne sait pas forcément comment réagir et
c'est un peu le côté tranchant avec les réseaux sociaux, c'est que ça va être à la fois un outil hyper puissant, mais où on peut se sentir, je pense, très impuissant au bout du compte. Et comment, qu'est-ce que, instinctivement, vous imagineriez, qu'est-ce qui manque selon vous justement pour y faire face? Un accompagnement, peut-être des plateformes, Bah, vraiment, ouais, moi je dirais plutôt côté plateforme de vraiment pouvoir, avoir un contact direct avec les plateformes pour être accompagné de ce côté-là. Parce qu'on a un peu l'impression que nous, on fait notre truc dans notre coin et que voilà, si on a besoin d'aide, il y aura personne au bout du compte et je pense que ce sentiment-là, il faut vraiment, qu'il soit, effacé et qu'on se sente vraiment, accompagné et c'est hyper important. et il y a pas selon vous d'autres professionnels pour gérer ça comme, je sais pas, des psychologues dans les agences d'influence, Est-ce que ça existe? Je sais même pas. Il me semble pas. Alors, nous, on ne travaille pas trop avec les agences d'influence, mais je ne crois pas. Est-ce que, Non, je est-ce que pense pas. vous... C'est en fait, en plus, j'imagine que ça doit dépendre. Je pense que vraiment, je pense qu'il y a des très grosses agences d'influence qui doivent potentiellement avoir des liens avec des Mmh. psychologues aujourd'hui parce que face à Mmh. À tout enfin, ce qui peut je se veux passer, pas imaginer, oui, Mm. voilà, pas ce qui peut se passer, clairement, i c'est des agences d'influence qui ont des talents et j'imagine que quand on travaille avec, des talents, on veut les protéger, on veut les accompagner et j'imagine que forcément qu'il y a des agences qui proposent, potentiellement ce genre de service ou qui ont en tout cas des numéros enfin qui sont capables de faire le lien avec des professionnels, d'accord, oui. est-ce qu'elles ont vraiment, le service en sociologie, enfin psychologie pardon, dans l'agence? Peut-être pas, mais en tout Peut-être pas, mais cas, en tout cas, j'imagine qu'elle serait capable de faire le lien, avec des professionnels ou en tout cas, j'espère, mais comme, potentiellement de faire le lien avec les plateformes. mmh, Aujourd'hui, même enfin, nous, notre association, on est en lien avec les plateformes. Aujourd'hui, les plateformes font quand même un effort d'accord, d'être c'est la le plus question que en je voulais lien vous poser. avec, avec les gens de ce milieu-là. Enfin, les plateformes, elles rayonnent, via le contenu qui existe. Donc, si vous, en tant que producteur de contenu, éditeur de contenu, vous faites vivre la plateforme, c'est parce que vous êtes là que votre communauté vient et revient. Et donc, l'idée est vraiment, enfin, pour les plateformes, de créer ce lien, il est important. Alors, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir ce lien avec une agence d'influence, Mmh. de talent, quoi, que d'avoir ce lien personnel avec chaque influenceur, éditeur de contenu qui existe, créateur de contenu. Mmh. Et donc, justement, à ce propos, Respect Zone est là pour pallier à quel manque? Qu'est-ce que vous proposez de différent, aussi bien en prévention que, pour accompagner les victimes de cyberharcèlement? Petit moment de pause. Bah, le manque, enfin, quand l'association a été créée, elle date de 2014. Enfin, en tout cas, ouais, vraiment, on va dire vraiment gros lancement en 2014. C'était un sujet qui était peu Mmh. abordé ou vraiment, c'était, oui, il y avait un manque de besoin de prise de conscience de qu'est-ce qui pouvait arriver en ligne. Aujourd'hui, cette prise de conscience, nous, on sait qu'elle est arrivée, elle est en train d'arriver, elle va continuer. Donc, c'est vrai qu'il y a, enfin, oui, il y a une évolution depuis vraiment sur la dernière année, sur, vraiment, les impacts que peuvent avoir, les interactions en ligne, et donc il y a aussi une volonté, et là c'est mon petit côté geek, de revenir aux prémices, de comment internet, était pensé. Parce qu'il y avait une charte, enfin il y avait une Une façon vision, de ouais, une vision particulière? de comment interagir sur internet qui existe depuis, vraiment les années, 90-2000, enfin vraiment quand ça a boomé quoi. Et aujourd'hui c'est l'idée d'y revenir un peu. Et donc c'est donc qu'est-ce qu'on a de innovant? Bah, je pense qu'on a notre positionnement qui est, éducatif et positif, en fait, Oui, surtout. pas que, Mmh, alarmant, quoi. oui, L'idée, alors c'est non, c'est de l'idée, c'est bien sûr, c'est alarmant toutes les conséquences que peuvent avoir, ces violences en ligne et il y a des gens qui en meurent et il y a mmh, qui se font du mal et c'est sûr et surtout quand on est de l'autre côté, il y a pas que
les personnes qui sont créatrices de contenu, il y a aussi les personnes qui sont consommatrices de contenu, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu cette vision des Oui. choses, et qui vont vraiment consommer du contenu. Et alors ça, c'est un exemple qu'on donne souvent quand on intervient, mais par exemple, quand on va scroller sur, sur l'interface de la plateforme, bah, on va passer un truc, et puis 10 secondes après, on va être là, ah là là, mais il y avait cette vidéo que j'ai vu passer et sur laquelle je me suis pas arrêtée. Donc en fait, on se rend compte que notre cerveau, il emmagasine énormément Oui, c'est vrai. d'informations, même si on n'en est même pas conscient. Et donc, bah, forcément, ça crée, bah, ça peut appuyer sur des complexes, ça peut appuyer sur une vision d'une société particulière. Et aujourd'hui, il y a bah, vous dites que, enfin, vous êtes représentant d'une partie en fait d'éditeurs de contenu, enfin, de créateurs de contenu qui sont super positifs, inclusifs. Mais il y en a quand même énormément qui restent quand même sur quelque chose d'hyper normé. Et donc, encore une fois, ça fait du mal. Enfin, quand on voit les études qui sortent sur l'utilisation et l'impact sur les jeunes filles d'Instagram, on a froid dans le dos, quoi. Donc, Clairement. et Ouais. ça, donc qu'est-ce qu'on ben voilà, donc nous, on a l'idée, en fait, d'être positif sur cette approche. Mhm. Évidemment, hein, la question du respect avant tout, c'est dans le nom de notre association. Et puis aussi, on a ces côtés aussi conseils et comment adopter de nouvelles méthodes de bienveillance. Donc avec une signalétique qui est notre logo qu'on peut afficher, qu'on peut mettre sur ses réseaux si on a envie. On a une charte qui peuvent être prises par des personnes bah, comme vous et nous, ou voire même des entreprises qui ont envie aussi de montrer leur engagement. Et bah, c'est comme ça qu'on est venu à travailler avec Herborian, et qui avait voilà, donc ça fait partie des entreprises qui prennent conscience que en tant On a tous un rôle à qu'influenceur, jouer. Et... que de ouais. marque, il y a un rôle, il y a une communauté qui nous suit, et puis il y a aussi une façon de bosser. Et de se positionner et d'accompagner en fait les personnes avec qui on collabore, et donc qui peuvent s'exposer pour nous aussi. Donc Oui, ça c'est aussi, vrai. il y Il y a aussi a le rôle des entreprises. donc voilà, donc il y a évidemment, par exemple, donc on travaille avec d'autres entreprises dans plein de milieux différents qui ont pris conscience de l'exposition que pouvaient avoir leurs propres, bah, employés et influenceurs aujourd'hui. Et donc il y a aussi ça, donc il y a aussi le conseil et aussi comment on peut gérer en interne ces questions. Oui, c'est Comment eux ça. peuvent être aussi, peuvent porter ce message en interne et propulser. Et donc c'est pour avoir le sentiment d'être accompagné, en fait, exactement comme ce que vous disiez par les plateformes. Et voilà, donc ça et puis bien sûr l'éducation, enfin, je veux dire, Oui, j'ai l'impression que ça passe beaucoup. Donc, effectivement, par la communication et donc l'éducation, j'imagine que ça va ensemble. Par du cas par cas aussi, des conseils au cas par cas. Est-ce qu'il y a quand même des conseils un peu plus généraux que vous pourriez donner aussi bien à des influenceurs, enfin oui, surtout en fait à des influenceurs, à des personnes en tout cas qui sont exposées pour quand même se prémunir de ça? J'imagine que vous n'avez pas toute la responsabilité de ce qui se passe sur les réseaux sur les épaules, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire à la fois pour prévenir et aussi bah, pour réagir si jamais ça nous arrive et qu'on est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, un peu dans le flou par rapport à cette situation? Ouais, il y a des trucs de base, hein, qu'on devrait faire dès qu'on s'inscrit, sur une plateforme, sur une application, voilà, mais c'est de vérifier les paramétrages déjà. Hem, ouais, les trucs qui sont, publics, la façon parfois il y en a certaines où tu peux décider que ce soit de la modération pré, publication ou post-publication, et c'est pas forcément des questions faciles non plus parce que ça veut dire quelque chose par rapport à qu'est-ce qu'on rend visible aussi. Parce que Mmh. si on décide de décider, avant qu'il y ait quelque chose qui soit publié, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'exprime pas et qu'on aurait pu développer, et bref. Hem, Comment se prémunir de ça? Bah, non, mais après quand on rentre aussi dans des spécificités de qui parfois se fait beaucoup plus viser en ligne, il y a les personnes qui sont jeunes, il y a les femmes. Et il y a les personnes de la communauté LGBT, qui sont spécialement visées. Donc, c'est Mmh. intéressant de voir aussi qui se retrouve sur quelle plateforme. Parce qu'il y a des
Il y a des personnes qui décident, non, jamais de la vie Twitter, parce que je sais que, genre, dès que je vais m'exprimer, on va me péter la gueule, quoi. Clairement. Et notamment des femmes qui disent beaucoup ça. Et donc voilà, choisir la plateforme qui va peut-être permettre plus de bienveillance. Et à la fois, ça pose aussi la question de genre, s'exclure de Oui, c'est ce que j'allais plateforme. dire. Ouais, C'est pas c'est. comme si c'était non plus à la responsabilité des potentielles victimes Mhm. de elles, du coup, se dire bah là, est-ce que je vais être acceptée ou pas. Enfin, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui viendrait plus de la base de se dire voilà, rééduquer un peu tout le monde, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de boulot pour que tout le monde soit accepté de partout. Après, C'est peut-être un peu idéaliste, mais vas-y, je sens que t'as le. Non. Ah ouais. Alors, si, mais c'était aussi pour compléter, juste avant de répondre à ça, c'était aussi vraiment bien connaître les paramétrages qui sont pas connus. Enfin, vraiment, il y en a plein, plein, plein qui sont pas connus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même saluer que via cette prise de conscience qui quand même est en expansion, il y a aussi une mobilisation des plateformes qui est croissante. Elle va peut-être pas aussi vite qu'on Voilà, c'est ça. aimerait, mais elle arrive, par exemple, et on dit pas que forcément c'est la meilleure solution. Donc, vous êtes principalement sur Instagram ou sur YouTube. Sur Instagram, aujourd'hui, on peut mettre des masques sur des mots, sur des insultes, sur des... Enfin, vous choisissez les mots. Et du Ouais, sur coup, YouTube aussi, ouais. voilà. Donc, sur YouTube, il y a ça aussi. Il me semble que YouTube voulait enlever le pouce négatif, hein, le dislike. Oui, c'est Ouais. ça. Donc ça a été fait. Donc voilà, donc il y a ça qui existe aujourd'hui, YouTube, en termes de modération, à ce qu'ils appellent des trusted flaggers. Donc ça va être des personnes qui vont soutenir bénévolement, on va dire, les modérateurs internes à la plateforme et qui vont un peu naviguer et dès qu'ils voient quelque chose, ils vont signaler et ce sera plus rapidement pris en compte, et cetera. Il y a le droit qui avance aussi sur cette question-là. Sur le même système des trusted flaggers va arriver, bientôt grâce, à une directive, européenne. Heu D'un coup, on rentre dans d'autres sphères. oui. La notion de tiers de confiance, qui est exactement la même chose qu'un Trusted Flaggers, mais pour l'ensemble des plateformes. Mais donc voilà, il faut savoir que vraiment, c'est à différents niveaux que cette prise de conscience existe et il y a une mobilisation, mine de rien, parce que pareil, à différents niveaux, quoi, avec différents interlocuteurs. Et ça aussi, c'est un vrai travail de Mm. Respect Zone. Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est le droit. On a vraiment un lien avec le monde juridique. De connaître en fait ses droits aussi, c'est hyper important. Oui, c'est L'accès aux ça. droits. Avant de. Et aussi, et bien sûr, on travaille avec les pouvoirs publics pour faire avancer en fait ces questions juridiquement pour la prise en charge de ça. On n'est pas pour la pénalisation, c'est pas vraiment notre optique, on est plutôt pour l'éducation, quoi. Donc la charge D'accord. préventive, éducative, voilà. Mais donc vraiment, oui, il y a des outils, il faut les connaître, mais c'est vrai qu'il manque encore, et ça pour le coup, je suis navrée, d'une vraie équipe, enfin d'être un vrai soutien, et c'est pour ça que l'entourage, en fait, il Oui, compte c'est ça, c'est ce que j'allais énormément. dire, c'est revenir, j'ai l'impression, à Sortir du l'entourage. en ligne, quoi. Et Mmh. donc si vous êtes dans une agence de talent, voir avec votre agence de talent, peut-être que, ouais, eux, ils ont des rapports. Nous, s'entourer d'associations. Nous, on sait qu'on a enfin, on a des liens avec les plateformes, donc dès que ça commence, il y a des façons, hein, de bloquer, enfin, de fermer le robinet, hein, donc ça peut exister. Et puis après, voilà aussi de se rappeler que aujourd'hui, il y a plus trop il y a telle interaction entre le monde physique et le monde virtuel, enfin virtuel, c'est un autre monde. En fait, ça fait partie de notre monde aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime pas dire il y a le monde physique et le monde virtuel. Aujourd'hui, c'est un tout. Donc ça atteint peut-être différemment, mais c'est un tout. Mais c'est vrai que parfois, poser son outil, le fermer, ça peut aider dans ce Mmh. genre de moment voilà, se «mettre au vert» entre guillemets et sur ça, quoi. Et pour la question qui était, j'ai oublié. C'est une bonne question, j'ai aussi perdu mon fil. Mais en tout cas, je pense que le principal, c'est qu'effectivement, on puisse sans forcément effectivement dissocier le monde, virtuel du monde réel puisqu'effectivement ça forme un tout aujourd'hui. C'est bien là où est le danger également. Ne pas oublier effectivement ses proches, la puissance de la communauté aussi du côté de la bienveillance parce que c'est vous qui l'a créé cette bienveillance donc a priori, heureusement d'après ce que vous dites, vous pouvez aussi, la recevoir en retour.
les associations, les personnes qui vous entourent professionnellement, donc agences d'influence, et cetera et donc si jamais, aussi aller jusqu'à, au niveau, légal, quoi. Mais comme on OK. disait, c'est un Il y a step, hein. plusieurs Vraiment, strates, c'est se considérer victime jusqu'à ce que porter plainte, c'est vraiment une autre étape, dont il faut avoir conscience, ça peut ne pas marcher, enfin, ça peut être aussi très décevant, donc c'est pour mmh. ça qu'il y a beaucoup de personnes victimes de choses qui ne le font pas et Mais c'est vrai que mais sur c ce point, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui se rendent pas compte en fait que c'est pas normal de recevoir autant d'insultes et qui prennent un peu trop de distance, à se dire ben non mais c'est du virtuel, enfin c'est normal que ça m'arrive, c'est parce que je suis exposée. Non, c'est pas normal et j'ai plein de créateurs de contenu que je connais qui me disent mais moi mes commentaires sous mes vidéos, je les lis jamais parce que je sais qu'il y en a plein qui sont pas du tout bienveillants alors que ben, moi, quand je lis mes commentaires, c'est justement ce qui me booste pour créer mon contenu. C'est un peu l'essence de voilà, c'est le lien avec la communauté et d'en arriver là, c'est hyper dommage, quoi. C'est triste, enfin et je pense que, ouais, il y a aussi il y a une prise de conscience, mais d'un côté, il y a aussi ce truc: «Ah oui, mais ça arrive à tout le monde, donc je vais pas me plaindre, c'est normal, je suis exposée, c'est normal que ça m'arrive». Mais non, il y a rien de normal dans ça, quoi, enfin. Oui, c'est pas comme si vous aviez signé Bah pour de non, telles, voilà, c'est conséquences, ça. quoi. Ouais. Mmh. ah oui, non, vous avez pas signé pour ça et c'est sûr, mais c'est vrai que quand on s'expose, on sait à quoi on s'expose. Enfin, on n'en a pas Ouais. Ouais. forcément conscience tant que ça nous arrive pas, mais c'est vrai que enfin, comme, voilà, une femme qui sort dans la rue, elle peut se prendre, plein de commentaires, non désirés. C'est 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 à une autre échelle, Mmh. et là, en plus, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est la temporalité des réseaux sociaux. Mmh. C'est une temporalité, en fait, qui est complètement abstraite Mmh parce mh. que à la fois, c'est viral, c'est ultra rapide, c'est instantané, enfin, c'est instantané, c'est dans la seconde et en fait, parfois, on va retrouver une vidéo qui date de 2012, et qui revient au goût du Ouais. jour et puis tout d'un coup, enfin et c'est en fait, le temps, il est complètement malléable. C'est vraiment ouais, c'est très particulier. Donc il faut voilà et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience aussi de quand on est exposé sur ces plateformes, c'est que les choses restent et Ouais. qu'elles restent soit dans votre historique, soit dans leur historique, soit dans l'historique de votre communauté et et c'est vrai que nous, on a un petit, acronyme, inventé par Henriette, enfin inventé, repris, remodifié par Henriette qu'on diffuse en tout cas dans nos interventions. Si ça te dit? Très bien, OK. J'avais presque un Je te acronyme mets qui sur, va exploser. Ça non. s'appelle bien ré donc c'est une traduction, réinvention à partir de trucs, qui sont des outils d'éducation populaire. Mais en gros, c'est genre bien réfléchir avant de publier quelque chose. Ça marche pour tout le monde, mais ça marche notamment un peu genre si tu veux essayer d'imprégner un peu la tête des jeunes et bien, c'est est-ce que ce que je suis en train d'écrire, c'est bienveillant? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est exact? Et est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on leur Plutôt donne. plutôt, pertinent et justement, Ouais. c'était la question que je voulais vous poser. C'était, pour revenir à justement un peu de bienveillance, parce qu'on parle de choses qui sont pas forcément, évidentes. Comment est-ce que vous, vous faites pour, proposer du contenu, bienveillant justement à votre communauté? Qu'est-ce qui fait que, vous vous dites: «OK, ce contenu-là va faire du bien, va être positif»? Je pense que c'est le fait de se montrer tel qu'on est. En fait, de pas se donner une image qui ne nous correspond pas et de vraiment se montrer, sans filtre, en fait. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire, ma série de vidéos Rise and Shine qui était axée, en fait, sur l'aspect voilà, de se développer personnellement sur, point de point, dans sa vie quand on est étudiant, j'ai essayé de montrer en fait, oui, il y avait plein de choses que j'arrivais à bien faire, mais qu'il y avait aussi plein de moments où, bah, ça allait pas et c'est normal de pas aller bien et c'est vrai que sur les réseaux, il y a aussi ce truc où on a l'impression que tout le monde va bien, que, voilà, les créateurs de contenu sont toujours hyper positifs, que tout va bien dans leur vie et cetera et puis des fois, en regardant ce genre de contenu, on peut se dire, «Ah ouais, mais moi, ma vie, elle ressemble pas du tout à Mmh. ça et c'est pas du tout, enfin,
y a rien qui est tout beau, tout rose, tous les jours, quoi. Et en fait, je pense que le fait que les créateurs de contenu, ben, s'affichent de plus en plus dans ces moments, en fait, vulnérables, hein, ce qui c'est pas facile à faire, bah, ça apporte vraiment du bien, aux consommateurs de contenu parce que ça leur permet de se rendre compte que finalement tout le monde, vit la même chose et qu'il y a des moments où on va pas bien, il y a des moments où, où on n'arrive pas à évoluer, à dépasser nos peurs, à accepter nos complexes. Plein de choses comme ça qui, je pense, sont en train de plein de sujets qui sont en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux et je trouve ça vraiment bien. C'est cet axe, un peu, bienveillant où ça nous permet de nous rendre compte que qu'on est tous pareils et que qu'on a tous, personne n'est parfait et que tout le monde essaie juste de faire de son mieux et je pense que c'est à travers un contenu vraiment sans filtre qu'on peut mener ce message et pas, forcément, se cacher, derrière une apparence ou quoi et c'est pas facile à faire, hein, parce qu'il faut pouvoir, prendre la caméra et vraiment, se dire: «Bon, mais voilà, là, je m'expose devant des personnes qui vont me voir, pas sous mon meilleur jour». Mais ensuite, quand on voit les commentaires, les retours en se disant: «Beh, c'est la première fois que je me retrouve, chez une influenceuse, quand j'ai fait ma vidéo sur l'acné». C'était hyper compliqué pour moi de montrer ma peau, nue devant la caméra et je me suis dit, «Je vais me prendre, mais des remarques en commentaire, de gens qui vont me dire, "Mais tu pas honte de t'afficher comme ça avec ta peau" et cetera» et en fait, j'ai tellement essayé d'amener ce message, dans ma vidéo de le fait de s'accepter et de pas avoir honte tout simplement, que j'ai été surprise d'avoir vraiment zéro commentaire, négatif et que «Bravo, tu eu le courage de t'exposer, tu ça me fait du bien de voir ce contenu parce que j'aurais jamais pensé qu'une créatrice comme toi avait, une peau comme la mienne». Pour moi, toutes les créatrices de contenu ont la peau parfaite, sont parfaites et cetera C'est et magique. vraiment, c'est pas du tout ça et du coup, ça m'a fait vraiment du bien de lire ça aussi, de sentir que voilà, j'avais, ce lien avec ma communauté hyper bienveillant et que ça leur avait fait du bien de voir ce genre de contenu, sans filtre tout simplement et en fait, c'est un cercle vertueux. Une fois qu'on commence, j'ai pris goût et j'ai de plus en plus envie de m'afficher, telle que je suis quoi. Avant, j'utilisais les filtres Instagram en story, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête quoi?» Enfin et c'était vraiment plutôt, l'influence de la plateforme, voilà, tout le monde utilisait des filtres et tout et maintenant, ça tourne plutôt au, sans filtre, c'est mieux et moi, je me sens de mieux en mieux finalement, sur Instagram, sur YouTube parce que j'utilise plus de filtres et je pense que, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais tout le monde est heureux, quand il peut être, qui il est vraiment quoi. Donc ça, c'est hyper positif. Mmh. Ouais, vraiment, tu tout dit encore une fois, tu m'as ôté les mots de la bouche. Mais ouais, pour moi, la bienveillance, c'est montrer la réalité des choses, tout en restant dans un bon mindset et je pense que c'est pour ça que les personnes qui me suivent. C'est, je montre qui je suis, ce que j'aime faire et au final, ça les touche parce que c'est vrai, c'est véridique et heu et au final, il y a pas de il y a pas de fake, enfin, je mens pas sur, ce que je fais, sur, qui je suis. Donc heu, donc ouais, encore une fois, ouais, voilà, c'est vraiment montrer la réalité de la chose et rester dans un bon mindset, qui peut leur permettre aussi, de d'avoir une bonne influence sur eux et hem et de les aider à, par exemple, s'accepter, ou ou hem, ou continuer à être qui ils sont et trouver leur voie vraiment, Mmh. pour avancer, et réussir dans la vie, tout Donc simplement. je trouve ça vraiment génial Ouais. que le fait que, les créateurs de contenu prennent de plus en plus, ce sens-là et d'être accompagnés, par des marques comme Herborian qui nous aident aussi à porter ce message d'avoir un peu plus de vrai, à Oui. travers les réseaux, de vraiment, montrer la réalité des choses. J'ai l'impression qu'il y a un engouement, en fait, qui est global du côté des créateurs de contenu, et du côté aussi, des marques, de vraiment, faire cet effort collectif d'apporter du bien en fait, aux autres et je pense qu'on en prend de plus en plus conscience, depuis, notamment, le confinement de vraiment se montrer, tel qu'on est et que finalement on est tous humains et que les réseaux sociaux, enfin ce qu'on voit c'est pas forcément la réalité quoi. Mmh. Donc si je devais résumer pour une petite question de fin, en un mot, si vous deviez justement, décrire, votre vision de la bienveillance sur les réseaux, j'ai l'impression que vous avez un peu choisi vos mots, ce serait donc authenticité et un mindset, positif.
Et pour vous, est-ce qu'il y a un mot qui vous vient en tête du côté de Respect Zone pour définir cette bienveillance encore une dernière fois, histoire qu'on reste sur une touche positive? Moi, je trouve qu'il y a un truc qui passe dans la bienveillance de agir. En fait, si tu réalises que bah, tu veux de la bienveillance dans le monde en ligne et dans tout ce qui se passe en physique en lien, bah, il faut que tu agisses. Tu peux pas rester passif, que ce soit juste signaler ou que ce soit répondre ou que ce soit supprimer des choses ou réfléchir. Bah, voilà, faut agir pour la bienveillance. Authenticité, bon mindset, action. Je pense qu'on a une bonne conclusion. De l'écoute aussi, beaucoup. De l'écoute aussi, oui. Et du soutien. Et vous Pas, l'avez pas dit, rester hein. seul, effectivement. En Ouais. parler. Bah, bien sûr, parce qu'en fait, quand on est, ben, vous le disiez, hein, quand on peut se prendre des vagues de ça, bah, on a tout de suite la sensation d'être seul, alors qu'en fait, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider, et déjà votre entourage, et puis j'imagine votre entourage qui pratique les mêmes choses que vous, Mm. et qui ont potentiellement déjà vécu ça, et aussi ils ont plein de bienveillance et d'action et de choses à vous dire, et même vous écouter, quoi. Merci à tous, c'était très intéressant et j'espère que ça Ah, aidera merci. le maximum de personnes. Merci. 1, 2, 3, 4.